L'idée, c'est vraiment de parler aujourd'hui de ce qui nous attend en 2026, ce qu'on vit déjà en 2025 bien sûr, mais ce qui nous attend en 2026 et ce changement qu'on est en train de vivre un peu tous, dans nos entreprises, dans nos agences. Je faisais un post aujourd'hui sur LinkedIn pour expliquer comment, le géo, il y a un problème de gouvernance chez les annonceurs, chez les clients. On ne sait pas qui doit le gérer. Alors ça tombe souvent dans les mains du SEO parce que c'est un truc de geek, c'est nouveau et que nous, on est toujours un peu habitués à avoir un environnement un peu mouvant et pas forcément des règles du jeu écrites. Mais voilà, il y a un vrai sujet d'organisationnel. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet qui remonte au COMEX de toutes les entreprises et on a besoin de se renseigner, on a besoin de s'informer, on a besoin d'avoir les feedbacks de tout le monde pour comprendre, qu'est-ce qui marche un peu moins bien. Donc, attendez, je vais essayer de gérer le coup des flèches. Donc au sommaire, d'abord un retour un peu sur l'évolution, la progression de ChatGPT, l'absence des overviews en France. J'ai failli mettre à jour la slide en me disant: «Tiens, ils vont peut-être sortir ça cette semaine», mais non, pas encore. Et puis quelques retours sur des sites e-com, des sites d'actualité et cetera. Donc on est en train de passer sur un nouveau monde. Alors en France, on ne le vit pas encore, on n'a pas encore les overviews qui est pourtant déployé quasiment dans l'intégralité du monde entier, sauf en France, on va voir pourquoi. Mais c'est vrai qu'on est sur un bouleversement de cette fameuse page de lien bleu, qu'on a sur Google et à moindre mesure aussi sur Bing. On est sur, un changement de paradigme où aujourd'hui, on pose, des questions, on est dans de la conversation pour obtenir, des résultats de recherche. Là, un exemple sur ChatGPT sur ma personne, il m'a fait un retour très détaillé, très illustré, en allant chercher des sources pour essayer d'alimenter et d'essayer de comprendre, si je suis bien la bonne personne qui répond à la question posée. Alors j'en profite pour me présenter. Moi, je suis Mathieu Chapon, je suis un des cofondateurs de l'agence anciennement Search 4 Site, nouvellement Pcase. Pcase parce qu'on a racheté une agence allemande qui s'appelle Pcase et on a décidé de prendre leur nom parce qu'ils avaient un rayonnement européen beaucoup plus important que le nôtre. Et je suis, passionné du SEO et à fond dans le géo depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, mon activité principale, c'est de pouvoir communiquer, pour l'agence sur les réseaux sociaux, participer à des webinaires, à des événements comme aujourd'hui et puis je gère aussi toute la partie inno depuis 6 ans donc c'est souvent un peu le plaisir des fondateurs, c'est d'avoir constitué une équipe de data scientists, d'ingénieurs, de doctorants pour pouvoir travailler sur des outils, faire de la R&D et comprendre comment, les actions où, certaines fonctionnent, d'autres un peu moins et d'être capable de le mesurer et de l'analyser. Un chiffre important qu'on a sorti, par rapport à donc, un peu l'utilisation de l'IA, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un phénomène qui s'accentue sur une utilisation très fréquente, quotidiennement, de la génération Z et milléniale. Ce qui est intéressant, c'est que ces 2 générations-là, c'est des gens qui ont entre 11 et 43 ans. Donc c'est quand même une population assez intéressante, qui a souvent un pouvoir d'achat important, une carte de crédit en tout cas. Même à 11 ans, mon fils a 13, il a déjà une carte de crédit, au collège parce qu'il a besoin parfois de s'acheter un petit, goûter. Et donc, ce sont des gens qui potentiellement peuvent acheter et qui ont l'air, a priori, pour un tiers d'entre eux, faire des recherches par l'IA. Ce qu'on a comme, 2e chiffre aussi, c'est qu'a priori d'ici, alors oui, pardon, c'est 34 ça représente quand même 8 millions de Français qui utilisent l'IA tous les jours. En France, les 8 millions de Français, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont principalement sur ChatGPT qui fait 90 des recherches. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à Noël, pour la préparation des fêtes de fin d'année, 54 des Français annoncent faire des recherches en utilisant l'IA pour préparer leurs cadeaux, comparer les prix, avoir des avis et cetera. Donc on est sur une autre dimension, c'est quasiment la moitié, enfin c'est plus de la moitié de la France qui va sans doute utiliser l'IA pour le faire. Alors l'IA, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, c'est des agents conversationnels qu'on retrouve un peu partout maintenant, dans les moteurs de recherche, Bing d'abord, après Google, Baidu, Yandex et cetera. On a des agents conversationnels qu'on connaît tous, ChatGPT, Claude Gemini, le chat, j'ai mis Ask Rufus aussi qui est l'agent, chez Amazon et puis on a Grok sur Twitter et puis sur les réseaux sociaux, bah, eux aussi s'y mettent, TikTok, Instagram, Reddit, Quora. Voilà, on a des IA qui se présentent partout, qui sont des nouvelles portes d'entrée pour faire une recherche et qui sont surtout des portes d'entrée qui, n'invitent pas l'utilisateur forcément à aller voir les sites directement. Ils ont un condensé de résumés. Alors, ce qui est intéressant, ce que je voulais d'abord mettre en lumière, c'est que sur les proportions d'utilisation, ChatGPT est le plus utilisé dans sa version plutôt gratuite. Après, c'est Gemini. Après, c'est Copilot, sans doute beaucoup en entreprise. Et puis après, on a ChatGPT dans sa version payante. Quand on additionne un peu les proportions, on arrive sur une proportion où ChatGPT est clairement dominant, en tout cas en France, encore une fois, parce que les overviews n'est pas présent en France. Dans l'utilisation de ChatGPT, c'est une vraie différence qu'on a avec, peut-être AI Overview. AI Overview fait un condensé de recherche sur Google.
avec une petite option iMode qui rappelle ChatGPT. Mais ChatGPT, la première fonctionnalité, c'est surtout d'utiliser comme un outil. Fais-moi un résumé, corrige mon mail, hem, fais-moi alors me fais pas justement une recherche, mais fais-moi un calcul, donne-moi les informations sur un sujet bien précis. Et dans un second temps, c'est là qu'on va peut-être se mettre plutôt à faire une recherche. C'est la deuxième utilité de ChatGPT, la première étant plutôt un outil pratique. Et donc aujourd'hui, on n'a pas un remplacement de la recherche sur Google versus ChatGPT, mais on a en tout cas une cohabitation de ces 2 modes de recherche. Hem, Quand on est en France, on se rend bien compte que Google, on est encore sur la requête très courte, alors que sur ChatGPT, on est dans la conversation. Mais quand on est à l'étranger, on voit que Google maintenant fait le même job que ChatGPT, c'est-à-dire que je peux poser une question très longue à Google et il va me faire un résumé, détaillé comme le ferait un ChatGPT. Et comme je vous le disais, en France, on n'a pas encore eu cette révolution de l'AI Overview qui apparaît. Qu'est-ce que c'est l'AI Overview? Bah, c'est un remplacement de ces liens bleus un peu classiques avec un condensé de résumé. Alors là, j'ai fait une requête plutôt transactionnelle, donc j'ai un descriptif en haut et après un listing de produits qui apparaît avec à droite un carrousel de 3 sources citées, qui sont, quand on est sur du e-commerce, c'est souvent quand même des sites d'affiliation, des sites d'avis, ce genre de choses. C'est rarement le e-commerçant lui-même qui va remonter, sauf s'il a fait un travail de pouvoir comparer les produits, d'avoir des articles ou des contenus qui permettent de comparer, d'avoir un avis, d'avoir toute une partie un peu guide d'achat. Mais en général, c'est souvent des sites d'affiliation qui sont plutôt bien positionnés et qui, en tout cas, ont une visibilité. Est-ce qu'ils sont cliqués? C'est ce qu'on va voir dans la présentation. Alors dans le déploiement, je trouve ça dingue, hem, c'est qu'aujourd'hui, l'IA Overview est absent en France, mais aussi en Iran, en Turquie et en Chine et à Cuba. Autant vous dire qu'on est vraiment dans un top 5, hyper sympa. Et voilà, on fait partie des derniers irréductibles gaulois. Alors la question, c'est pourquoi il n'y a pas IA Overview en France? Bah, parce que Google a un peu peur de l'autorité de la concurrence qui serait dépêchée de la part de la presse, des médias, puisque la presse et les médias font pression déjà depuis plusieurs années à Google pour éviter que Google se serve chez eux pour exploiter le contenu et être capable de faire une réponse. C'est totalement honorable de leur part de défendre leur métier et leur gagne-pain. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de négocier avec Google, c'est de dire si demain vous déployez et qu'on voit que vous avez utilisé nos contenus, on vous attaque. Les choses qu'on vous propose, du coup, c'est trouver un deal où vous nous versez une rétribution en fonction de l'utilisation et du contenu qui est fait. Et ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment, ça a un vrai poids. Par exemple, Meta a été, condamné pour un manquement par rapport à l'utilisation justement de données, alors on appelle ça des données de la presse, le droit voisin, c'est la protection de la donnée. Et donc ils ont été, mis en justice par justement l'autorité de la concurrence et ils sont en train là, il y a toute une série d'amendes qui est très significative et qui est vraiment, très, gênant pour eux. Donc c'est pour ça aussi que Google, n'y va pas franco à déployer et après à voir et à gérer le problème. Les amendes se montrent entre un demi milliard et quelques milliards. Donc on est vraiment sur des sujets, sur lesquels les GAFA quand même font un peu attention. Hem, ouais, tout à fait, on peut leur donner clairement raison. Moi, je suis pas du tout en train de leur dire qu'ils ont tort. Bien au contraire, c'est une fierté de dire qu'on protège aussi, notre valeur et ce que fabriquent par exemple, enfin ce que écrivent par exemple nos journalistes. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que quand l'AI Overview est déployé, comme par exemple aux États-Unis, bah, sur des requêtes informationnelles plutôt, c'est là où il y a plus d'IA et Overview qui remontent, on a un impact assez franc et direct sur ces requêtes derrière. C'est-à-dire que les sites qui se positionnaient auparavant ont une chute à moins 50 de trafic généré. Le premier qui était en SEO a un vrai impact. Le CTR, le taux de clic qui est fait sur le premier résultat, il y a aussi une baisse de 30 du CTR. Et dernier point, le no-click, c'est-à-dire le phénomène de je fais des requêtes, mais personne clique sur des résultats, et ben, il s'accentue parce qu'effectivement, les gens trouvent la réponse directement dans les avant. Et donc, quand on va un peu plus loin sur ces sujets-là, il y a plus d'un clic sur 2 qui n'aboutit pas. Il y a plus d'une recherche qui génère, enfin, attendez, je vais la refaire. À chaque recherche, plus d'un clic sur 2 n'aboutit pas, 70 de 0 clic. Et quand on passe en AI mode, l'AI mode, c'est l'équivalent de ChatGPT sur Google. Là, c'est carrément 93 de 0 clic. Donc sur, allez, 9 requêtes sur 10, ça n'amène aucun clic sur les liens sourcés et présentés dans l'AI Overview. Vous vous rendez compte comme quoi, certaines requêtes sur lesquelles aujourd'hui vous êtes plutôt tranquille, vous arrivez à couvrir, vous arrivez à être 1er, demain vous perdez 90 des trafics dessus.
Alors le search, il est en train d'évoluer clairement, c'est plus le même et ce qu'on voit, c'est que déjà les premiers points de contact ne sont plus les mêmes. Pendant longtemps, on disait souvent: «Le search, globalement, c'est au moins 50 du trafic d'un site». Bah, on voit que les points de contact, les points d'entrée, ça se développe beaucoup sur le social avec cette nouvelle génération qui, millénium et génération Z, qui utilise de plus en plus les réseaux sociaux. YouTube, je l'intègre dans les réseaux sociaux et puis après il y a le search et puis après il y a, on voit apparaître les IA dans, le parcours et dans l'utilisation de nouveaux modules et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a véritablement maintenant un véritable parcours de plus en plus complexe. Les gens aujourd'hui, ils vont, potentiellement se faire être inspirés par un short, par un TikTok, quelque chose d'une plateforme de Meta, Insta, et cetera et puis après, ils vont aller regarder un peu des avis sur Reddit, ils vont regarder sur Google pour checker la marque. Ils vont demander à une IA de faire une comparaison, de trouver le meilleur ou de demander, voilà, de trouver, une information quelconque et à la fin, potentiellement, ils vont se rendre sur le site pour enfin faire un achat, ou générer, faire un formulaire, par exemple. Donc on est vraiment sur, et Google eux-mêmes le disent, qu'on est sur une complexité qui est de plus en plus importante où, justement l'utilisateur ne va plus faire une requête, un achat ou une visite d'un site. Ce qu'on voit aussi et qui est intéressant à mon avis dans votre stratégie, c'est de comprendre aussi votre audience. Quelle est votre audience? Comment vous la découpez par persona? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ils ont tous un peu un mode différent de recherche. Heu, L'IA est plutôt pour la jeune génération jusqu'à 45 ans. Comme je suis en dessous de 45, ça m'arrange de dire ça et puis après, chacun un peu a son style de recherche, son style de captation d'intention d'attention plutôt pour aller, visiter, pour aller découvrir un produit, pour aller se renseigner. Ce qui est sûr, c'est que les LLM aujourd'hui, ils répondent à 3 étapes. Vous savez, quand un utilisateur, il a un besoin et ben et ce besoin, il va essayer de l'affiner, d'obtenir des avis, de comparer et puis après il va souscrire, acheter un produit ou souscrire une offre. Et ben, les LLM, ils essaient de combler, en tout cas ces 3 niveaux-là et on voit même qu'ils commencent à venir combler la partie de souscription puisque sur ChatGPT, par exemple, on peut commencer à acheter, son produit directement. Alors, on ne faut pas enterrer Google comme certains voudraient le faire. Aujourd'hui, Google, c'est 210 fois plus de recherches par jour. On parle de 14 milliards de recherches par jour dans le monde et on n'est pas du tout forcément sur une stade qui diminue. Elle se stabilise, elle ne progresse pas forcément, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que, bien sûr, ChatGPT progresse, entre autres, c'est celui qui a la plus forte progression, mais Google a réussi aussi à trouver une alternative puisqu'il a lancé Overview alimenté par un Gemini et que quelque part, nous, en France, on a tendance à se dire: «Bon, bah, il y a que sur ChatGPT que je peux converser et pas sur Google», mais le reste du monde converse avec Google parce qu'il y a ce système qui est en place. Donc les utilisateurs utilisent toujours autant la recherche traditionnelle, en couplant ça avec des recherches aussi liées à l'IA. Il n'y a pas de cannibalisation, il y a juste, une fusion un peu des comportements et d'ailleurs, ce qu'on voit un peu dans les statistiques de satisfaction, on voit 2 choses. D'abord, on voit que, il y a beaucoup de recherches mixées entre ChatGPT et Google. Les gens passent d'un système de l'un à l'autre et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, souvent un enchaînement d'utilisation. On peut découvrir l'information par Google et après sur ChatGPT ou vice versa. Alors, souvent on me dit: «D'accord», alors on me le dit pas tant que ça, parce que souvent les directions d'entreprise disent: «Il faut absolument mobiliser les équipes sur l'IA». Après les opérationnels me disent: «Mathieu, bah, l'IA, mon patron m'a dit qu'il fallait que je m'y mette dessus, mais ça fait moins de 1 de trafic. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller? Est-ce que c'est vraiment, pour l'instant, game changer?» Je lui dis: «Oui», parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que même si tu vois peu de trafic arriver, tu as une énorme partie de ton trafic qui est volé par l'IA puisqu'elle répond à ta place et qu'il y a un ensemble d'interactions et de renseignements qui est pris par l'utilisateur sur lequel, soit tu es affiché, tu es marqué comme une marque référente, soit tu ne l'es pas, mais c'est une énorme différence entre le fait que tu es affiché ou tu es pas affiché dans le LLM. Et ça, c'est hyper intéressant parce que justement, encore une fois, aux US où ça a été déployé dès le départ, on voit clairement que, dans toute la partie médias informationnels, bien sûr, on a une présence, une augmentation très importante de l'utilisation des IA et des LLM justement pour récupérer, avoir de l'information. Beaucoup de recherches et beaucoup de réponses sont fournies par ces intermédiaires-là et on voit sur les recherches informationnelles une augmentation très importante de la partie no click. Ça monte presque jusqu'à 65. Donc vraiment, sur les contenus informationnels, c'est vrai que là, on a une très grosse proportion de volume capté par l'IA et même si, en e-commerce, on dit souvent que ça fait moins de 1, mais pour les sites médias aux États-Unis, la proportion est très importante.
Et d'ailleurs, Google nous le dit, hein, il me dit: «Vous allez tous voir ce phénomène-là arriver dans vos Search Console quand AI Overview sera déployé en France». C'est que vous allez avoir le nombre d'impressions qui va, potentiellement, augmenter et le nombre de clics qui va baisser. Pourquoi? Bah, parce que vous allez imprimer, parce que vous allez être affiché comme source dans une question posée avec une IA Overview qui répond, mais il y aura pas de clic qui sera fait dessus. Donc vous aurez dans la Search Console, première place, volume d'impression, 10 000 et CTR 1. Pourtant, vous êtes premier. Pourtant, c'était en première place, on a tous en tête un 25-30. Bah non, là justement, la Search Console fera bien remonter comme en première place, mais vous serez en première place dans un espace qui ne génère pas ou peu de clics. Et donc, sur les US quand même, on a quand même, une proportion assez importante de «clics» entre guillemets «perdus». Regardez, on voit un peu, le type de résultat affiché. Les utilisateurs, sur un certain nombre de requêtes plutôt, transac informationnelles, une très forte proportion lorsque l'IA apparaît, il y a une perte de trafic. S'il y a une requête qui est faite en transactionnel, mais qu'il n'y a pas d'IA Overview, vous n'avez pas cette perte de trafic. Mais quand l'IA Overview apparaît, c'est important. Alors aujourd'hui, même aux US, même aux États-Unis et dans le reste du monde, IA Overview apparaît assez peu sur des requêtes transactionnelles. Mais si on va lui poser la question, quelle est la meilleure assurance auto pour un jeune conducteur? C'est, on pourrait dire du transactionnel, mais si c'est aussi de l'informationnel, là, ça va apparaître IA Overview. Donc les IA Overview, elles changent vraiment notre manière de rechercher. Alors, on le sait tous, ça nous aide beaucoup à dégrossir les sujets, donc on apprend beaucoup de choses. Alors méfiez-vous, tout n'est pas toujours très vrai, mais en tout cas, on apprend pas mal de choses et c'est toujours intéressant de lire ça. On peut maintenant comparer les produits, on peut même maintenant acheter. ChatGPT a passé des partenariats avec un certain nombre d'acteurs comme, Etsy, Shopify, qui permettent directement de connecter les sites sur Shopify à ChatGPT et de passer directement la commande depuis ChatGPT. Il y a encore quelques petits soucis de fonctionnement, mais c'est le chemin qu'ils veulent prendre et sans doute qu'ils vont à un moment donné aussi demander une rétro-commission ou un pourcentage pour commencer aussi un peu à se financer et à combler leur dette, hein. Vous avez vu les derniers articles, ils ont une dette assez importante. Ce qu'on sait aussi, c'est que ChatGPT passe maintenant aussi des partenariats avec des services. On l'a vu sur Spotify, on l'a vu sur Booking, Coursera, il y a Uber en préparation, il y a plein d'acteurs dans lequel si vous demandez je cherche un hôtel pour mon prochain séjour à Paris, et ben, ça peut déclencher un booking qui va aller vous présenter la listing de ces hôtels et vous pourrez du coup naviguer au sein de ChatGPT sur l'offre de Booking. Donc, Booking y voit un intérêt sans doute, en tout cas d'être présent sur cette plateforme-là, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on déporte le trafic, l'usage des utilisateurs sur des plateformes comme ChatGPT. Et ce qu'on voit aussi arriver, c'est que maintenant les IA, elles intègrent des navigateurs. Il y a Comet côté Claude, mais il y a aussi Atlas côté ChatGPT, seulement accessible sur Apple, enfin sur tous les environnements iOS. Et on sait que Gemini aussi est en train de s'intégrer à Chrome. Donc qu'est-ce que ça offre ces navigateurs? Bah, vous pouvez faire un prompt dans le navigateur en disant: «Je recherche, telle machine à laver, je veux que tu me regardes à quel endroit il y a le meilleur prix et pourquoi pas à quelle période». Souvent le prix baisse et donc il va vous faire une synthèse, une sorte de fiche régénérée à partir de tous les éléments qu'il va aller piocher à gauche, à droite et il va vous présenter une fiche produit avec tous les acteurs, tous les commerçants qui le vendent, les prix, les disponibilités, voire même les disponibilités au niveau local pour être capable de vous proposer vraiment un agrégat, un digeste de l'information liée à votre produit que vous souhaitez acheter. Et vous pourrez, au fur et à mesure, avoir un bouton achat et directement faire votre achat directement depuis l'interface. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand Chrome va vraiment le déployer, ça va toucher 3,7 milliards d'utilisateurs. Quand on dit l'IA, c'est un épiphénomène. Alors d'abord, en France, on n'a pas AI Overview. Mais en plus, quand ça va être déployé dans les navigateurs, ça va toucher 3,7 milliards d'utilisateurs. Vous pensez vraiment que ça ne va pas avoir d'impact à l'avenir? Moi, je veux bien parfois qu'on me dise: «Mathieu, tu appuies un peu trop fort sur le géo en disant que c'est la catastrophe» et cetera. Je dis pas que c'est la catastrophe, je dis que les choses vont changer et qu'il faut s'y préparer parce que on va tous l'avoir, on va tous avoir l'IA intégrée dans notre quotidien. Ça passe par les navigateurs, ça passe par les machines. On a appris cette semaine que Apple avait confié à Google la refonte de Siri. Donc on va avoir un Gemini derrière Siri et donc un Siri beaucoup plus intelligent que juste lui demander la météo et le prochain rendez-vous qu'on a ou l'envoi d'un SMS. Et Samsung aussi travaille de son côté sur une intelligence artificielle qui va être intégrée en dur dans, les, différents appareils. On parle de plus de 3 milliards d'appareils là aussi. Donc on va avoir vraiment, une inondation d'IA à travers tous nos objets. L'IA, elle s'intègre aussi dans les voitures.
Et puis je ne sais pas si vous avez vu, mais on a maintenant les robots. Pour, moins de 500 on peut avoir un robot à la maison qui fait le ménage, la cuisine, le rangement. Et aujourd'hui, cet robot Neo n'a pas encore la voix, n'a pas encore de bouche pour parler, il me semble, hein. Mais en tout cas, ça va être là aussi un objet, une porte d'entrée, notre enceinte connectée, mais cette fois-ci qui aura 2 bras, 2 jambes, qui sera en mesure sans doute de rechercher pour nous. Ça va être une IA derrière et ça va être, un monde dans lequel, on le voyait de loin un peu comme, un monde futuriste, un peu une science-fiction, mais ça y est, ça va arriver, ça va être déployé et vous le savez comme moi qu'il y a plein d'acteurs qui sont en train de travailler sur ces sujets-là. Un autre point aussi que je voulais évoquer avec vous, c'est que vous devez aussi vous préparer à ce changement de paradigme autour de la notion de trafic. Pendant des années, on disait tous: «Moi, si j'investis 1 €, il faut que ça me rapporte 100 visites, il faut que ça me rapporte 10 ventes». Voilà, on avait tous des calculs de notions liées à la volumétrie. Alors, bien sûr aussi à la qualité, hein, on ne veut pas du trafic pour du trafic, mais on calculait beaucoup comme ça. Aujourd'hui, le phénomène qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir de moins en moins de trafic qui vont arriver sur notre site. Par contre, la valeur du clic, la valeur du trafic qui va arriver va fortement augmenter. En effet, les gens auront répondu à enfin, les IA auront répondu à toutes les objections de vos utilisateurs sur, est-ce que je dois acheter chez lui plutôt que chez un autre? Est-ce qu'il est au meilleur prix? Est-ce que c'est de meilleure qualité? Ils vont régler tous ces questionnements avant achat sur les LLM et quand ils vont arriver chez vous, ils seront vraiment très chauds pour acheter si, ils arrivent sur votre site. Donc là, vous allez devoir aussi travailler beaucoup le CRO, d'optimisation de votre conversion, parce qu'il faudra vraiment pas louper ces visites-là. Et ça, on le voit commencer un peu à apparaître et ce que j'aime bien dire, je dis souvent à mes clients ou, aux annonceurs avec qui je travaille, je dis: «Méfiez-vous, demandez pas trop une prime au trafic, pour vous parce que vous allez voir le trafic va potentiellement soit stagner, soit un peu baisser parce que justement les LLM vont prendre de plus en plus de place dans le quotidien». Alors sur la notion de conversion, ça se bataille dans les chiffres. Certains disent que ça va jusqu'à 9 fois plus de conversion quand le trafic vient de l'IA. Il y a une autre étude qui est sortie, aussi qui a expliqué que c'était pas très intéressant, enfin le taux de conversion était pas terrible. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nos clients français qui ont du trafic IA venant principalement de ChatGPT et des autres, ont une conversion qui se tourne plutôt entre fois 3 fois 9 pour certains. Donc la conversion est plutôt bonne. Elle est enfin en volume d'affaires, c'est faible parce que le trafic est faible, mais la conversion est plutôt bonne. Là, les études qu'on a, c'est 2 études américaines qui s'appuient aussi sur un environnement où il y a AI Overview de déployé, donc peut-être que les chiffres diffèrent et je pense aussi qu'il y a une autre notion, c'est que la conversion ne doit pas être la même entre j'achète une voiture, un téléphone, un ordinateur ou une pomme, je fais mes courses, sur Drive et cetera. Il doit y avoir une conversion qui est un peu différente. Pour le tracking, comment on fait? Alors le tracking, il y a pas de secret. On est assez limité clairement. On a bien sûr, sur ChatGPT, les liens cités ont un code, un UTM source d'indiqué. Donc, vous pouvez le relever dans votre analytique pour avoir un suivi. Sur la Search Console, on peut tâtonner avec quelques regex, c'est-à-dire quelques recherches de requêtes faites qui potentiellement, du coup, pourraient déclencher les overviews. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui ont des sites à l'extérieur de la France, mais vous pourriez, du coup, potentiellement isoler parce que ces requêtes-là, comme je vous l'ai dit, font des impressions, mais même si vous êtes premier, ont un taux de clic très faible. Donc il faudra isoler, impression, première position si vous êtes affiché dans les overviews et CTR assez faible. Et enfin, l'analyse de log nous permet quand même d'obtenir pas mal d'informations, sur le passage des robots sur nos pages, quelles sont les pages qu'elles apprécient, qu'elles visitent et puis on a aussi possibilité de savoir parce que quand vous faites une recherche sur ChatGPT, que vous demandez une information qui demande à ChatGPT d'aller chercher des sources, quand il va chercher la source, il va pinguer la page pour voir si elle est disponible et là, vous pouvez remonter dans vos analyses de log, un bot IA qui est passé et qui vous permet aussi d'avoir un enseignement sur tiens, je remonte, enfin en tout cas, je peux avoir un trend de dire: «Tiens, je remonte de plus en plus parce que j'ai de plus en plus le bot, GPT qui vient chercher l'information, qui a l'air de plus visiter mes pages». Mais on va le voir un peu, quelles sont les pages typiques que l'LM aime venir chercher. Un rapide aussi tour sur le fonctionnement des LM parce que c'est très important d'avoir ça en tête. D'abord, moi je le dis haut et fort, le GEO, c'est 90 c'est du SEO derrière. Soyons clairs, c'est du SEO par contre 2025, c'est pas du SEO 2010. C'est un SEO qui est conscient, qui a, dans son audience des gens qui ont des intentions,
derrière une intention, derrière une recherche, il y a plusieurs intentions, qui étudie les personas, qui construit des cocons sémantiques, qui structure son contenu, qui met de la microdonnée. Voilà, c'est un SEO qualifié. Mais derrière, les LLM, comment ils fonctionnent? Bah, vous le savez sans doute, il s'est entraîné sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, quasiment toute la donnée disponible, et toutes les versions GPT-4, GPT-4o, 5 et cetera, c'est la même donnée dans l'entraînement, et simplement ils ont amélioré leur modèle pour être plus précis. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, ça c'est un tips hyper intéressant, vous le savez sans doute, quand l'IA elle explore le web c'est souvent un gros bazar désorganisé et elle, quand elle reçoit le contenu, elle doit l'organiser, elle doit avoir des informations structurées. Et pour la structurer, elle doit identifier, les entités nommées. Qu'est-ce qui est un nom propre, un lieu, une date et cetera. Et pour l'aider à structurer cette information, c'est pour ça qu'on recommande aussi de faire du schema.org, de mettre de la microdata sur vos informations parce que plus vous allez structurer l'information, mieux l'IA sera capable de la comprendre et de vous faire remonter, l'information. Et je vous donne un titre d'exemple, aujourd'hui, les LLM sont capables de vérifier les stocks produits que vous avez sur votre site e-commerce ou la disponibilité du produit au niveau local. Elle est capable de vérifier cette information-là. Si elle est bien structurée, ça va l'aider encore plus à bien comprendre, l'information stock, par exemple, sur votre fiche produit. Deuxième point, elles peuvent venir visiter ponctuellement des pages et elle dit aussi très clairement, lorsqu'un utilisateur me dit: «Tiens, va voir cet article, fais-moi un résumé», comme l'utilisateur, c'est lui qui lui a demandé de visiter la page, ça lui donne presque le droit d'outrepasser un robot texté pour aller voir le contenu. Alors c'est une chose qui a été dite, est-ce que c'est vérifié? Le robot texté quand même est assez fiable dans le blocage, mais on peut y arriver il peut arriver de temps en temps de voir dans les logs qu'on a, un bot IA qui est passé malgré l'interdiction. C'est pour l'instant, ils jouent sur des œufs, hein. Ils n'ont pas intérêt non plus à montrer qu'ils vont outrepasser le robot texté qui les interdit de passer, parce que, bien sûr, ils risquent le procès. Dernier point, c'est le crowding, c'est quand vraiment, là, l'IA va aller chercher de l'information fraîche pour être capable d'alimenter sa réponse. Et donc ça, c'est notre objectif à tous, c'est de remonter comme une source fiable pour remonter et être affiché à minima, en tout cas comme source, ou alors d'influencer sa réponse. Alors je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail du grounding, mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand un prompt est fait, le prompt est découpé en requêtes posées, sur Google ou Bing à travers, pour Google, une API qui s'appelle SERP API. Pour Bing, il y a un partenariat, donc ça se passe plutôt bien et il va aller récupérer l'information, les pages de résultats et il va faire un travail de déduplication, de synthèse et vous présenter le résultat. Je vous donne un exemple. Quand je tape: «Quelle est la meilleure marque de nourriture en 2025 pour la santé de nos animaux domestiques?», il va transformer ce prompt en 2 requêtes et vous voyez ces 2 requêtes qui sont faites en anglais et ça, c'est hyper important aussi. Rappelez-vous, les LLM, ils ont été fabriqués et faits par des entreprises américaines. L'anglais est une langue beaucoup plus facile que toutes les autres langues du reste du monde et donc pour eux, c'est plus facile de poser la question en anglais, mais du coup, ça induit quoi? Ça induit qu'il y a beaucoup de sources anglophones. Moi, j'ai posé cette question, j'étais en France, j'ai posé cette question en français, il a récupéré ce prompt, il a fait un query fan out en anglais et il m'a récupéré beaucoup de sources en anglais. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, dans votre, obligation et votre envie de remonter dans la LM, il va falloir aussi s'intéresser peut-être à communiquer un peu plus en anglais. Et on a vu sur certains de nos clients, des concurrents apparaître sur la LLM qui n'avaient pas eu nos clients nous disaient: «Mais c'est bizarre, ils n'ont pas du tout pignon sur rue, ils remontent bien». Je dis: «Mais par contre, est-ce que c'est un client international?» «Ah oui, oui, ils sont présents en France, mais dans plein d'autres pays». Et ben, je dis: «C'est ça la réponse». C'est que comme ils communiquent à l'international et en anglais, ils ont capacité à être plus visibles dans les LLM. Ça, aujourd'hui, c'est peut-être un biais qui ne va pas durer, mais en l'état, communiquer en anglais, faire vos RP et faire parler de vous, c'est bien de le faire aussi sur des sources en anglais. Un autre sujet qui est important, c'est, rendre accessibles, les LLM à vos contenus. Bien sûr, ça, c'est important et j'ai fait un exercice, j'ai demandé: «Tiens, est-ce que tu peux me lire un article sur le Parisien.fr?» Elle m'a dit: «Oui, oui, je peux, mais il y a quelques limites, j'ai pas accès à tout parce qu'il y a une partie payante et cetera». Je lui dis: «Bah, OK, pas de problème. Est-ce que tu arrives à accéder à cette URL, ci-dessous?» Et là, il me dit: «Non, j'ai pas réussi, a priori une erreur interne». Presque il s'est rejeté la faute sur lui-même. La réalité, c'est que Le Parisien fait partie des médias qui bloquent les LLM et dans le robot texté de Le Parisien, on voit que le LM est bloqué.
Et c'est pas le seul. Il y a plein de médias qui bloquent les LLM parce que, je vous le dis, au début, ils sont dans un bras de fer avec ces GAFA pour justement éviter qu'ils viennent se servir et qui n'ont pas de rétribution par rapport à l'utilisation de ces données-là. Donc il y a toute une série de LLM qui se sont amusés à enfin de médias qui se sont pas amusés, mais qui ont bloqué le passage de ces bots-là. Et ça, c'est important parce que si demain on vous propose de publier des articles sur ces médias pour vous faire remonter dans les LLM, mais qu'ils bloquent eux-mêmes les LLM, sur le passage de leurs médias, bah, ça ne servira à rien, vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Un autre sujet qui est intéressant dans tout ce qu'on peut explorer dans notre R&D et cetera, c'est que quand je veux essayer de lui faire découvrir mes URL, je veux lui dire: «Donne-moi la liste exhaustive de toutes les URL de mon site». Donc là, j'ai fait l'exercice avec Kill the Run, je dis: «Donne-moi toutes les URL du site de Kill the Run». Et ben lui, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été faire un killtherun.com/sitemap.xml pour aller regarder toutes les URL qui étaient contenues dans le sitemap. Or, Kill the Run n'a pas de sitemap XML. Ils ont un sitemap index.xml parce que dedans, ils ont plusieurs sitemaps. Et ça a été intéressant comme découverte parce qu'on s'est rendu compte que du coup, par réflexe, il avait tendance à reconstruire une URL nom-domaine.com/sitemap.xml pour aller chercher les URL, mais là, il a fait un retour comme quoi il n'y avait pas d'URL accessible. Et donc ça nous laisse entendre qu'il faut dire peut-être à nos clients pour l'instant de publier aussi un sitemap XML avec un maximum d'URL qu'ils voudraient pouvoir remonter. Alors si certains vont me poser la question par rapport au LLMs.txt, est-ce que c'est utile d'en avoir? Ce n'est pas du tout utile, c'est jamais visité par les LLM. Lorsqu'on fait de l'analyse de log, on voit très bien que c'est pas visité, donc ça ne sert à rien. C'était une initiative, mais personne ne la respecte, donc c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. L'autre sujet qui a été aussi intéressant, qu'on a découvert un peu en septembre, c'est qu'on avait les serveurs de cache, Akamai, Cloudflare, en tout cas ceux connus, qui avaient mis en place un système pour limiter le passage des bots. Vous le savez peut-être, mais ces bots sont très consommateurs de bande passante et donc ils avaient mis en place des protections, des limitations de passage. Cloudflare avait mis un dispositif où c'était accessible pour les bots par défaut. Par contre, Akamai avait bloqué par défaut parce qu'ils fonctionnent par des whitelists. Ils n'avaient pas whitelisté les bots des LLM. Donc, on avait certains de nos clients qui étaient sur Akamai, ils ne remontaient pas très bien dans les LLM, surtout sur leurs nouveaux produits, leurs nouvelles actualités. Et on s'est rendu compte que c'était Akamai qui bloquait les bots. Donc, je vous invite, bien sûr, à vérifier avec vos équipes SI, les gens qui gèrent votre hébergeur, s'il n'y aurait pas une configuration qui empêcherait le bot de passer. Ne leur jetez pas la pierre. Regardez comme c'est très gourmand en bande passante. Anthropic avec Claude, pour générer une visite sur votre site, il a besoin de crawler 71 000 fois le site. Donc c'est énorme en bande passante et ça a soulevé tout un débat de la part du fondateur de Cloudflare qui disait: «Mais moi, j'ai pas envie que mes clients payent, une infrastructure qui sert juste à des LLM pour venir visiter mes sites, alors qu'en termes de trafic, ça leur génère que dalle, rien du tout». Donc c'est un vrai débat. Regardez d'ailleurs Googlebot qui alimente Google, c'est 55 de la bande passante. Et le premier consommateur, c'est ChatGPT. Vous vous souvenez, ChatGPT, si ça consomme 16 de votre bande passante pour générer 1 de trafic, on peut comprendre que la SI a eu tendance à vouloir un peu limiter son passage au regard du coût que ça peut engendrer. Quand on analyse les pages des sites visités par les LLM, on a principalement les pages produits sur un e-commerçant, on a la home page, important, on a les pages contacts et mentions légales. Pourquoi? Parce que ce sont des pages dans lesquelles, on a beaucoup d'informations sur votre entreprise, hem, sur parfois une adresse mail de contact, des numéros de téléphone. Bref, on a les informations d'identité de votre société qui est souvent très demandée et très utile aussi pour les LLM. Et le dernier point, on a les pages informationnelles qui sont, elles, faites pour justement aider, les LLM à répondre à toutes les questions autour de votre produit, de vos services, et cetera. 80 alors ça, c'est une autre étude. On a Ahrefs a découvert Ahrefs ou c'est moi, je me souviens plus qui l'a dit, mais ils se sont rendus compte que parmi toutes les sources, 90 des sources des LLM sont des sources fraîches qui ont été soit publiées en 2025, soit mis à jour en 2025. Donc, ce que je peux vous recommander si vous avez des pages un peu anciennes, remettez-les à jour, republiez-les avec une nouvelle date d'édition pour être des candidates pour remonter dans LLM parce que sinon elles ne remonteront pas, elles seront considérées comme trop anciennes. Et les LLM, ils ont aussi un objectif comme tous, c'est de fournir l'information la plus fraîche et la plus, heu, ouais, la plus récente et la plus au goût du jour pour être capable d'être pertinent. La question à 1 million de dollars. Quels sont les prompts tapés et leur volume de recherche? C'est la question qu'on a tous les jours.
Je vais vous répondre, on ne sait pas. On ne sait pas l'estimer. S'il y a des outils, des agences qui vous disent qu'ils peuvent l'estimer, c'est faux. On ne sait pas l'estimer. Ça a été crié haut et fort au SEO Summit qui a réuni plus de 650 consultants SEO. On est tous d'accord sur le sujet. Ce qu'on peut se faire, c'est juste extrapoler. Comment on extrapole? D'abord, les people also ask sont des questions véritablement posées par internautes qu'à réutiliser Google. Ça vous permet d'avoir un peu une idée sur votre secteur d'activité des questions qui peuvent être posées. Une des initiatives qui est intéressante, c'est kayak.ai. Kayak.ai, ils ont sorti ce site-là qui permet justement aux gens de pouvoir prompter pour aller récupérer des informations sur un billet d'avion, sur un séjour, sur une location. Et tous ces prompts-là qui permettent de taper dans la donnée de kayak.ai, ça permet aussi à Kayak de pouvoir récupérer les prompts qui seraient susceptibles d'être intéressants de travailler avec, vous vous rappelez, les query fan-out. Donc de pouvoir étudier tous les prompts et les questions que se posent les gens dans une situation de voyage pour que Kayak derrière puisse préparer des pages et publier des contenus qui puissent satisfaire les LLM et la boucle est bouclée. Vous avez aussi, pour détecter les query fan out, plein de plugins qui existent, et qui permettent justement grâce à ces plugins de pouvoir, hem, détecter derrière chaque prompt les sources qui ont été récupérées et les query fan out qui ont été tapées sur les moteurs de recherche. Quand vous avez cette information-là, c'est hyper intéressant parce que justement vous allez pouvoir derrière comprendre sur quelle requête taper vous n'êtes pas présent, vous n'avez pas de contenu et sur lequel vous allez pouvoir du coup prioriser votre action. Je surveille l'heure. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que OpenAI enregistre plus de 12 milliards de pertes, en 2025 et qui dit perte dit qu'ils ont besoin de revoir leur modèle économique. Aujourd'hui, ils ne sont pas rentables. Ils ne sont pas menacés non plus parce que, c'est une entreprise d'avenir qui, pour l'instant, elle est plutôt subventionnée par beaucoup d'investisseurs, dont Nvidia qui a investi beaucoup d'argent, par exemple, et Microsoft, bien sûr. Mais comme ils ont un problème de retour sur investissement, ils vont devoir déployer d'autres types de débouchés et on va venir à un moment donné à ce qu'ils proposent et Sam Altman l'a expliqué. Ils vont venir à un moment donné à créer de la publicité et des annonces sponsorisées sans doute sur ChatGPT et à un moment donné, pour savoir combien ça nous coûte de sponsoriser un prompt ou un sujet, ils vont devoir nous donner un volume de recherche. Je ne peux pas imaginer ou comprendre comment ils pourraient le faire d'une manière autre que juste nous dire ils pourraient faire comme Pmax, mettez 100 €, on verra ce que ça donne. Peut-être la semaine prochaine, pour en mettre 200, mais il va y avoir à un moment donné des données qui vont apparaître. Et voilà, j'estime que ça va pouvoir apparaître. Si on regarde un peu les stratégies, alors rappelez-vous, ce que je vais vous montrer là, c'est que quand on fait un travail d'optimisation pour remonter dans LLM, il y a plein de choses qui font que c'est peut-être pas forcément ce que je vais vous montrer qui assure absolument la position, mais il y a des corrélations qui sont toujours intéressantes à étudier. La première, c'est que j'ai demandé quelle est la meilleure assurance auto en France en termes de rapport qualité-prix pour un jeune conducteur. J'ai posé la question à ChatGPT et j'ai regardé les 4 premières sources qui remontent. Étonnamment, les 4 premiers remontent, le Lynx en premier, Massif en deuxième, Alliance, MAF et cetera. Il y a une question de volumétrie quand même. Vous voyez, le Lynx a 1 500 pages versus MAF qui en a que 32 qui aborde ce sujet d'assurance auto pour jeunes conducteurs. Est-ce que le Lynx est plus pertinent par la qualité? Je ne sais pas, mais en tout cas, en termes de quantité, c'est eux qui en ont le plus. Donc je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, je vais refaire une autre quête. Quel est le meilleur site pour acheter un ordinateur portable pour faire du gaming en France?» Là, il m'a répondu LDLC, Matériel.net et Grosbill. Bah, comme par hasard, les coïncidences sont folles. Encore une fois, on a un DLC qui a beaucoup de pages et qui a été l'acteur m'a été remonté en premier dans le résultat de recherche. Donc, il y a quand même sans doute un lien entre le fait d'avoir potentiellement plus de candidates de pages à proposer et donc plus de chances de pouvoir apparaître dans les LM. Un autre exemple que je vais vous donner, on a, Back Market qui a fait un travail assez intéressant. Alors vous allez me dire assez classique, ils ont mis des avis sur leurs fiches produits. Déjà, tout le monde n'en a pas, mais c'est toujours intéressant de le faire. Et puis deuxièmement, ils ont mis aussi des avis synthèse sur les pages de listing. Ça, c'est intéressant parce qu'ils ont rajouté un contenu UGC généré par l'utilisateur avec son propre wording, un peu en mode conversation. Les avis, souvent, il y a des questions, il y a des phrases, c'est du parler un peu, c'est de l'écrit parlé. Et ils ont rajouté cette sémantique-là sur leur page de listing et page produit, qui fait que du coup, cette page, elle est très souvent mise à jour par les derniers avis qui peuvent apparaître. Et puis, ça vient ajouter une sémantique qui était plutôt difficile à mettre en œuvre. Lorsqu'on est le e-commerçant, on ne va pas s'amuser forcément à dire ce téléphone est super joli. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sur son site e-commerce. Par contre, ça peut apparaître dans des avis.
La deuxième chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont filtré les avis, pas par les plus récents en premier, mais par les avis les plus riches. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant les avis qui avaient des photos et une quantité de contenu assez important. Ça leur permet aussi de leur assurer que peut-être les 5 avis qu'ils font remonter, ce sont les avis qui ont le plus de contenu, donc ça leur assure de pousser pas mal de contenu, de le mettre en avant. Ce qu'on peut se dire, c'est quoi? Si vous avez quelque chose à faire de votre côté, c'est quoi? C'est un, si vous êtes dans le e-commerce, pensez bien, par exemple, à travailler toute la partie comparatif. E-commerce, SaaS, offres, faites des comparatifs. Essayez de comparer vos produits entre eux ou vos produits avec la concurrence. Je sais que c'est pas simple, mais va falloir un peu se mouiller parce que c'est ce type de contenu que justement les LM viennent chercher sur les sites d'affiliation parce qu'eux, ils ont pas honte à le faire et maintenant les commerçants, il a lui aussi intérêt à le faire. Développer des guides d'achat. Les FAQ, très important. Dans les leaks de Claude, on a appris, par exemple, que Claude, lorsqu'il découvrait, un prompt et une réponse qui avait été abordée par un site source, il avait tendance à le privilégier comme remontée, comme type de réponse. Développer des pages meilleurs produits, meilleures offres, et cetera. Étudier vos données CRM, essayez de bien comprendre quels sont vos types de personas pour bien comprendre quels sont les types de questions qui peuvent être posées et derrière pouvoir construire le contenu en adéquation. Et puis le dernier point, c'est l'histoire des flux. Les flux produits, on va en avoir besoin partout. On en a déjà besoin partout aujourd'hui. Il y a TikTok Shop, il y a Pinterest, il y a Google, il y a plein d'acteurs. Mais demain, les LLM vont aussi vous demander de fournir des flux. En tout cas, de bien travailler votre catalogue produit, avoir un PIM bien renseigné et d'avoir demain des flux à mettre à disposition de ces LLM. Tous les acteurs qu'on a vu remonter tout à l'heure, Booking, Uber, etc., ils travaillent aussi avec des flux. Si demain, ils ouvrent à un moment donné une interface où vous pouvez déposer un flux. Vous allez tous sauter sur votre prestataire ou en interne pour pouvoir le développer. Préparez-vous, à mon avis, à préparer ce genre de choses et à sécuriser. C'est un métier en interne qui doit être valorisé parce que ça va être important dans les années à venir si ce n'est pas déjà le cas. Un autre signal important, c'est l'usage. On a appris plein de choses aussi sur les LM et l'usage. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, chez Picase, tous nos articles, on vous a proposé un bouton pour venir faire un résumé avec l'IA de l'article. Pourquoi on a fait ça? Parce on est des mecs hyper sympas, parce qu'on vous facilite la vie. Des fois, on fait des articles un peu longs, mais surtout parce que en cliquant sur ce bouton, vous ouvrez votre ChatGPT et vous envoyez notre URL à ChatGPT. Et en envoyant cette URL à ChatGPT, vous envoyez le signal à ChatGPT de dire: «Tiens, les gens aiment bien obtenir un résumé des articles de Picase». Alors sans doute parce qu'ils ne sont pas clairs, mais j'espère pas. Mais en tout cas, sans doute que ce site est visité et déclenche de l'usage, déclenche une sorte d'attraction. Et en faisant ça, vous envoyez un bon signal. Heu et voilà, quand vous cliquez sur le bouton, vous avez directement une requête qui se lance et un résumé qui est proposé. Ça, c'est des choses qu'il faut envisager parce que ce qu'on a l'air de percevoir aussi, c'est que quand ChatGPT va souvent visiter les mêmes sources, il essaye de les garder en cache, les réponses, pour arrêter de faire ces visites-là. Ça lui coûte de l'argent. Donc, au bout d'un certain nombre, il se dit: «Bon, bah, ça, je vais le garder parce que c'est vraiment souvent demandé de faire un résumé de l'article de Picase, donc je vais le garder en mémoire». Et être gardé en mémoire, c'est toujours bon signe. Alors, pour aller plus loin, il y a Pour plein info, d'outils qui Mathieu, vont je te coupe ouais, 2 secondes, il te reste à peu près 10 minutes mais c'est pour te donner un parfait. ordre d'idée. Archi dans les temps. Je suis archi dans les Parfait. temps. À tout à l'heure. Je suis en train de conclure là. Hem, il y a des outils qui existent pour mesurer votre visibilité. Picase, en début d'année, on a lancé le nôtre. À minima, vous pouvez avoir 3 tests gratuits si vous vous rendez sur l'URL de Voicea. Vous tapez Voicea dans Google, on est logiquement 1er toujours et vous pouvez faire un test sur 3 thématiques. Regardez quelles sont les sources citées, quelles sont votre visibilité et votre présence par rapport à la concurrence. Deuxièmement, je vous le disais, c'est hyper important quand même de bien étudier vos personas pour décliner derrière toute la stratégie éditoriale. Quels sont les contenus qui me manquent? Quels sont les FAQ que je dois développer? Voilà, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir être présent dans ces fameux prompts de cette période où les gens se renseignent avant d'acheter? Chez nous, de notre côté, on a tout un dispositif, je vous laisserai prendre connaissance, mais on s'est amusé à faire des agents, persona pour répondre à vos questions et vous aider à vous alimenter en prompt. On a créé, toute une stratégie de création de contenu. On peut faire des contenus en masse pour des fiches produits, on peut créer des articles et cetera et cetera. Ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. Un, vous devez développer à fond
des stratégies pour avoir du contenu UGC, du contenu humain conversationnel. C'est souvent traité par les FAQ, mais c'est vrai que les avis, c'est un point qui est important. Vous devez avoir des discussions, communautaires. On n'a pas tous des forums, mais on peut peut-être potentiellement faire un peu de lobbying autour de Reddit, autour de Quora, autour de ces produits ou en tout cas sur Reddit, vous pouvez avoir votre propre chaîne liée à votre marque ou à votre nom. Il faut avoir des FAQ, il faut avoir des guides, des genres de choses. Il faut mettre à jour vos contenus régulièrement et surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir des contenus autopromotionnels. Ça, l'IA n'ira pas aller chercher parce qu'elle sait que c'est influençable, ça va influencer sa réponse. Il faut pas avoir des contenus non plus qui sont dépourvus d'engagement communautaire. Vous avez des produits, un article, il y a pas de commentaires, vous interdisez les commentaires, ça sera moins un candidat pour remonter. Hem Et puis il faut, si vous négligez la mise à jour et si vous passez juste votre temps à publier de nouveaux contenus, bah, c'est bien dommage parce qu'il y a tout un pan de vos contenus qui est inexploité. Et donc, où on doit le faire, tout ça, on doit le faire sur son site, on-site, et on doit le faire à l'extérieur de son site. Je vous parlais de Reddit et je vous parlerai aussi de la stratégie, à avoir sur, développer son contenu. Vous avez vu, plutôt anglophone, c'est plutôt apprécié. Mais voilà, essayez de faire parler votre marque. C'est pour ça qu'il y a aussi ce débat de se dire: «Est-ce que le géo, c'est pas aussi un travail dans la communication?» C'est un travail qui appelle à tous les métiers et donc je vous invite à payer un coup et à déjeuner avec vos équipes, de communication, de produits et cetera. On est tous encore un peu comme le métier du SEO c'était, à travailler avec tous les métiers de l'entreprise pour pouvoir faire rayonner la marque et ses produits. J'ai fini et j'ai laissé un peu de temps pour les questions. Et Bah, en tout cas, tu as déroulé, hein. Tu as déroulé parce Ouais. que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Voilà, Il y sujet aura le très replay pertinent. pour regarder tranquillement. bien Voilà, il y aura sûr. le replay exactement parce que ça a été une question. Donc bien évidemment, il y a toujours le replay, vous embêtez pas. Vous allez recevoir les slides si vous étiez invité et sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube SEO Garden Party pour avoir tous les replays et même les anciennes SEO Garden Party. Mmh. Mathieu, avant qu'on te pose des questions, j'en ai déjà une. J'ai adoré ton slide, sur Scooby-Doo avec, SEO, Géo. Est-ce que je peux Pas te de moi, pas de moi. je Bien passe chez, sûr. Elliot, la semaine prochaine, je te le prends et je te fais une petite pub. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Allez, c'est noté. Parce qu'en vrai, c'est tellement vrai, voilà, on a changé l'acronyme, mais ça reste du SEO, hein, il faut vraiment le Ah, c'est un débat, c'est un débat. J'ai eu un post ce matin sur LinkedIn où c'est parti dans tous les sens de ceux qui défendent que c'est le géo va remplacer le SEO et que c'est voilà, c'est une continuité. Bon, c'est clair. on verra, on verra. Moi, je fais partie de ta team, ça, c'est sûr. Voilà, on avait des questions un peu sur les médias. Donc, tu en as parlé justement, mais on a vu des partenariats entre Le Monde et ChatGPT. Au-delà du fait de ce que tu as dit justement sur le blocage des crawls, Mmh. des robots Les de grands médias, tout ça. Ouais. voilà. Est-ce que tu as aussi d'autres informations à nous dire sur les médias, sur comment ça se fonctionne avec ChatGPT et les autres IA et l'avenir, quoi? Comment tu le vois là-dessus sur les médias? Mmh. Mais ce qu'il faut avoir en tête, alors, j'ai souvent eu le débat un peu avec justement des journalistes et des gens qui étaient un peu responsables de l'équipe, qui justement traite avec Google. Ouais, je pense que Google a besoin d'avoir des médias pour vérifier l'information. S'il va que s'alimenter sur, des sites, Discover, on sait que c'est pas toujours la très grande qualité, il va risque de faire de la fake news et c'est pas le meilleur non plus pour vérifier l'information et c'est pas si simple que ça. Donc il a besoin d'avoir de grands médias officiels pour vérifier. Le Monde, c'est un des partenariats qu'il y a eu avec ChatGPT, mais ils ne peuvent pas couvrir toutes les thématiques, le sport, il y a plein de thématiques sur lesquelles ils ne sont pas présents. Donc ils ont besoin d'avoir plusieurs sources pour, s'assurer que la l'information est bonne. Du côté de Google, pour l'instant, ce qu'ils nous disent, c'est plutôt agence Reuters, l'AFP équivalent américaine sur lequel ils s'appuient, mais pareil, ils ont besoin d'avoir un ancrage local pour venir piocher et s'assurer que l'information est bonne ou alors partir de sources, de médias français, heu, j'ai envie de dire officielles pour, voilà. Et donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire et donc quelque part, ils ne doivent pas mettre en avant non plus Air Overview parce qu'ils n'ont pas de point d'appui quoi, de point d'accroche quoi. Alors au-delà du fait qu'ils ont potentiellement aussi un procès qui au-dessus de leur tête s'ils s'amusent à le faire. Donc oui, oui, c'est la suite, mais ils feront pas de partenariat avec tout le monde. Ils vont faire partenariat Oui. avec ceux qui auront anticipé. Le Monde a bien fait d'ailleurs de l'anticiper assez tôt, et donc voilà, ça va se débloquer, mais on ne sait pas quand. Alors après, si on s'intéresse en Europe, il y a des pays qui commencent un peu à se retourner vers Google vis-à-vis des overviews, parce qu'ils ne sont pas très satisfaits, soit de la rétribution, soit de la rétribution qu'il y a pas. Donc, c'est pas si évident que ça de se dire: «Est-ce que ça va vraiment être déployé en toute sérénité?» On sait personne ne sait réellement.
Je me suis mouillé à dire que ça allait être le 15 novembre parce que justement, j'avais 2 sources, médias qui me l'annonçaient. A priori, c'est pas le 15 novembre, sinon on l'aurait vu. C'est clair, mais de toute façon, ça va vite là et maintenant qu'on a un ministre de l'IA au gouvernement, il va peut-être se passer plein de choses, hein. Ah oui, on est plus pour tordre le bras à Google que ouvrir les bras. Il y a une question qui est intéressante, je trouve, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup à utiliser ChatGPT, aussi bien en perso qu'en pro. Mais en perso, justement, on a encore, c'est le fait que ça soit, pour la plupart du temps, gratuit. Mais quid de ça, du modèle économique? Si demain, pour le grand public, il y a un abonnement, ChatGPT ou autre, qu'est-ce que tu penses de l'avenir là-dessus? Si demain l'abonnement ChatGPT vient à 30 €, on sera peut-être pas tous à passer dessus, en tout cas en perso, je parle. Est-ce que tu Mmh. penses que ça changera quelque chose là-dessus? Non, non, je pense pas qu'ils vont aller chercher leur salut dans l'augmentation de l'abonnement. Ils vont rendre le gratuit, de plus en plus disponible et ils vont sans doute transformer le gratuit en un produit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit, bah, ils vont mettre de la pub certainement, dans cet espace-là. Pour l'instant, ils ont tous un objectif de pénétrer le marché, de se rendre, utiles et réflexes. Donc ils donnent ça gratuitement. Dans les overviews de Google, on voit qu'ils mettent pas de pub, ils sont assez frileux, donc ils savent qu'ils ont un coup à jouer quand même. Ils veulent pas faire OpenAI ne le fait pas, donc ils vont pas le faire. Le jour où l'un va le faire, l'autre va le reproduire certainement. Mais oui, oui, je pense que le gratuit va se développer et qu'ils vont mettre de plus en plus de publicité pour financer tout ça. Mais il faut aussi avoir une autre réflexion, c'est que, je vous l'ai dit, les LLM se sont déjà nourris de tout le contenu existant depuis, que l'humain sait écrire et ça il a tout mangé quasiment, tout en accès. Donc maintenant, comment il fait pour se nourrir? Bah, il va se nourrir par les conversations qu'il a avec les gens. Ça, c'est un nouveau contenu frais dans lequel il peut accéder. Il le fait déjà sur Reddit, mais la plus belle des portes d'entrée, c'est aussi nous qui parlons tous les jours avec nos LLM. Enfin, surtout moi, j'ai pas de e-girlfriend, je vous rassure, hein, je suis marié, mais par contre, effectivement, je converse beaucoup avec ChatGPT pour lui demander son avis, et cetera. Et puis, et donc de le rendre plus accessible, à la masse, ça va lui faire une nouvelle porte d'entrée, de nouvelles informations à prendre en compte et peut-être de venir affiner un peu plus ses modèles pour ajouter un peu plus d'humain dans ses réponses et dans sa réflexion. Et je me permets de rebondir parce que tu parlais de la publicité sur les LLM et il y a eu une phase en tout cas où on entendait pas mal parler du fait que Mmh. ChatGPT et OpenAI allaient lancer justement la publicité sur OpenAI et au final, pour l'instant, on l'a toujours pas vu. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus? Est-ce que, tu as plus d'infos Moi, dessus? je suis sûr qu'il va y avoir de la publicité. Par contre, Sam Altman qui aime bien faire des effets d'annonce, mais en même temps, c'est plutôt de bon sens, nous dit: «Vous allez voir, la pub va pas être la même que vous connaissez, parce que j'ai tellement d'informations, de contexte sur vous, que si ça se trouve, chacun aura une annonce propre à lui-même», tu vois? On ne pourra plus demain faire une annonce un peu unique, enfin une centaine d'annonces sur sa campagne. Il va auto-construire l'annonce pour pouvoir être plus près des attentes et des besoins. Donc ça va être une vraie partie de plaisir pour pouvoir analyser la sémantique de chacun de nos annonces parce qu'on aura tous des annonces différentes et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à des notions plus macro des intentions derrière une recherche, du persona, comment il s'exprime. Tu vois? C'est malgré tout pour construire une pub, il va être obligé de s'appuyer sur le contenu du site, il va être obligé de s'appuyer sur des données que tu pourras lui donner comme on fait avec PMax. Donc voilà, ça va être des pubs qui vont être, ça va être assez intéressant. Ça va révolutionner un peu ce monde aussi du paid, hein. Ça fait quand même des années que c'est des annonces payantes, avec image ou sans image, tu vois? Mais là, on va avoir, aussi à mon avis une révolution assez importante. On va en prendre une petite dernière, qui me semble aussi sympa. Est-il possible de connaître la requête de l'utilisateur, qu'il a tapé sur l'IA? Je sais que pour le SEO, justement, on bosse beaucoup avec ça en ayant des outils qui nous remontent les questions posées. Est-ce que toi, tu utilises quelque chose pour la partie IA? Est-ce que tu as des choses à conseiller là-dessus? Ouais, alors je ne sais pas si elle parle du prompt ou si elle parle de la query fan qui est posée derrière le prompt. Pour le query fan c'est vraiment le plugin et pour le prompt, je mettais en avant le fait d'utiliser People Also Ask pour s'inspirer et puis je mettais l'exemple de Kayak qui avait monté lui-même son interface qui permettait d'engranger de la data. Mais aujourd'hui, de toute façon, il ne faut pas imaginer qu'il y a une question. On pose tous pour une même question, on la pose de manière différente. Ce qu'il faut, c'est avoir des grands thèmes en tête et comprendre quelles sont les questions qui pourraient être posées autour de notre secteur d'activité, de nos marques, nos produits, pour essayer à minima de faire un contenu qui y répond. Parce que très souvent, en fait, le vrai problème, c'est que dans certains secteurs, mais encore une fois, je le répète, beaucoup dans les e-commerce, les guides d'achat, les espaces FAQ, et cetera, c'est souvent assez faible, c'est peu
c'est peu considéré et donc bah, du coup, ils vont aller s'alimenter chez les affiliés parce que les e-commerçants eux-mêmes n'ont pas fait ce travail, de manière assez importante. Bah, là, c'est sûr que c'est un peu plus complexe parce que c'est vrai que, sur l'IA, il y en a qui vont parler en vocal, il y en a qui vont, poser la question. Donc c'est vrai que de dire exactement la question posée, ça va être Ouais. complexe. En plus de ça, on sait que ChatGPT, réécrit généralement la question qu'on a posée pour rechercher et des fois même en anglais. Donc, Mmh. c'est vrai que ça, c'est un peu complexe, mais, voir large, comme tu dis, je pense que c'est vraiment la solution et puis, tout bonnement, hein, c'est ce que je dis des fois, mais, c'est vous qui connaissez votre thématique, c'est vous qui avez l'habitude des questions qu'on vous pose, en Par SAV, téléphone. en mail, Ouais, tout vous ça. savez, ouais. Donc, voilà, n'hésitez pas à rédiger là-dessus. C'est ça qui va être le plus pertinent en vrai, hein.